Et après, il n'y aura rien. À 14 heures, un peu de mouvement. Donc, on a cette sorte d'une répétition à chaque fois. Pour moi, c'est bien beau. On pouvait bien appeler à des villes mortes, même à des marches pacifiques, mais savoir est-ce que cela pourra apporter la solution à ce que nous sommes en train de revendiquer ou à ce que l'opposition est en train de revendiquer. Mais aussi, vu les conditions actuelles où vous avez un président de la République complètement illégitime depuis le 19 mais décembre. Mais légal, selon notre constitution. Non. Légal, parce que la Cour suprême, vous et nous sommes journalistes, la Cour constitutionnelle avait tranché, avait déjà donné l'interprétation de ce fameux article. Donc le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Donc le président est là et il travaille. Moi je pensais que vous allez me parler de l'accord politique de la Saint-Sylvestre, parce que c'est là où au moins les acteurs politiques se sont dit que le président de la République devrait rester en fonction, parce que... Mais l'accord n'est pas au-dessus de la Constitution, et Moïse. Je le sais bien, mais il semble que la politique dirige la nation. C'est comme ça que les gens qui ont fait la science politique nous disent. Donc comme la politique dirige la nation, les acteurs politiques se sont mis d'accord pour accoucher l'accord et essayer de stabiliser et accorder un cutus de fonctionnement et je dirais à des institutions à mandat électif. Donc j'étais en train de dire que face à un président qui est pratiquement illégitime, même aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, cela a été reconnu, donc cela ne vient pas de ma bouche, cela est le constat de tout le monde, voire même le constat de la Constitution. Alors j'étais en train de reprocher plutôt les actions de l'opposition, si vous m'aviez laissé le temps de terminer. Donc ça ne portera pas de fruits selon vous Je dis que ça peut porter des fruits, mais qui ne seront pas en réalité des fruits contraignants, obligeant l'interface à respecter ce qui est des revendications de l'opposition. Ce qu'il faut actuellement envisager, c'est des actions concertées pour aboutir à des solutions idoines. Parce que si vous allez me parler aujourd'hui de la ville morte, je vous dirais que c'est une action du rassemblement, mais qui n'est pas appréciée par une autre aile du rassemblement, qui n'est pas appréciée par d'autres franges importantes de l'opposition politique, notamment le MLC et l'UNC. Il ne faut pas les ignorer. Ils sont contre la ville morte. Ils n'ont pas donné leur cutis, ils n'ont pas fait de message pour encourager cela, et ils ne sont pas non plus membres du rassemblement. Donc des actions visant à affaiblir la capacité d'agir de l'opposition pendant cette période renforcerait les arguments du régime en place, et pourquoi pas ça pourra même prolonger le pouvoir de président de la République. Mais vous avez parlé de l'UNC, le président de l'UNC, Vital Kamerhe, est à Kikwit, ma ville, pour, en tout cas, je crois, déjà battre campagne, une pré-campagne aujourd'hui. Et on a l'impression, Edmond Isouba, que l'opposition est en retard. Et aujourd'hui est en train de rattraper ce retard. Et Vital Kamerhe est allé, on l'a vu. Est-ce que pour vous, la pré-campagne a déjà commencé, ou on doit maintenant, comme les accords piétinent, on doit mettre le cap, les élections, alors tout le monde sur le terrain pour faire cette pré-campagne? Moi je me dis toujours, le langage politique, il faut savoir comment le décortiquer et bien le comprendre pour saisir les moments et voir même les circonstances. Actuellement, vous avez une CENI qui vous dit clairement que je n'ai plus le temps à perdre. Pour moi, les élections à tout prix. Donc, il a reçu le moyen. Dernièrement, nous étions à l'aéroport avec le président de la CENI pour réceptionner le tout dernier lot des kits électoraux pour achever ou carrément parachever les opérations d'enrôlement dans 13 autres provinces, la ville de Kinshasa y comprise, mais aussi la diaspora. Donc cela voudrait dire qu'il y a une sorte de détermination pour la CENI, la centrale électorale, organe habilité à organiser les élections. Il ne faut pas se voiler la face. Donc les acteurs politiques qui aujourd'hui arrivent à décortiquer ces langages comprennent facilement qu'il faut aller se faire enrôler. Vous avez Vital Kamerhe qui a son fief électoral pratiquement à Walungu, au sud Kivu. C'est tout à fait normal qu'il mobilise la population et qu'il part se faire enrôler, mais aussi tout ce que
Vous savez, il veut aussi soigner son image. Il y a eu des départs à l'UNC. Il y a eu, même au niveau des actions, l'UNC était complètement disparu sur terrain. Il fallait y voir comment redynamiser le parti, la raison pour laquelle il fera la ronde dans toutes les provinces. En tout cas, j'aurais bien voulu y participer, mais j'ai refusé de partir pour rester à Kinshasa. Donc j'estime qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe a compris le message des élections, le message de la paix. Il a même dit, pendant qu'il prenait part à la Cité de l'Union africaine, que pour lui, il caressait le rêve de voir le président de la République partir sans coup de feu. Donc il est resté sur cette logique, la logique des élections, parce que la CENI l'a déjà annoncé, le 31 juillet, il n'y aura pas un jour de plus. Donc le temps pour lui de redynamiser le parti, aussi d'entrer en contact avec sa base. Pour la primature, ni le MLC, c'est ce que vous venez nous faire dire, c'est ça? Ses ambitions ne sont pas la primature actuellement. Non seulement la primature, mais il a dit qu'il ne prendra part à aucun gouvernement de la transition. Donc ce sont ses propres mots, je n'hésite pas à ajouter, sauf que je suis en train de faire la lecture de manière globale de ma classe politique, que ce soit de l'opposition comme de la majorité. J'estime qu'il y a encore un certain nombre d'acteurs politiques qui sont en train de rêver, qui préfèrent continuer dans les revendications. Pourtant, on devait faire accélérer les choses, soit faire une pierre des coups pendant qu'on est dans les revendications politiques, et de l'autre côté, on s'engage aussi sur cette voie des élections. Nous prenons le premier condensé, mesdames et messieurs, c'est le point de presse de la majorité présidentielle, la voix autorisée de la majorité présidentielle à parler, à donner le point de vue par rapport au sujet brûlant de l'heure, voilà, et la réaction de Félix Tshisekedi par rapport aux funérailles de son père. Jusqu'à aujourd'hui, des rumeurs qui circulent, en tout cas, il y a même sur le net, on nous dit qu'il y a des vidéos de son enterrement qui circulent sur le menton, mais Félix Tshisekedi a donné le point de vue officiel de la famille et pourquoi pas du parti par rapport à ce funérailles. Nous suivons donc ce premier condensé avec beaucoup plus d'attention. La majorité présidentielle a, non sans surprise et déception, pris connaissance de l'étrange communiqué du Rassemblement mettant en cause injustement la bonne foi du président Joseph Kabila Kabange dans la normalisation du processus électoral. À l'issue du dépôt du rapport final des évêques et à la suggestion de ceux-ci, le président de la République a pris le ferme engagement de s'impliquer personnellement dans la recherche d'une solution consensuelle pour débloquer l'impasse politique actuelle. Le président Joseph Kabila Kabange a déjà initié des contacts informels avec les différentes parties prenantes pour baliser le terrain en rapport avec les deux questions d'achoppement précitées. À l'analyse des données en présence, l'engagement et la bonne foi du président Joseph Kabila Kabange dans la réalisation des élections à la date convenue ne peuvent raisonnablement faire l'objet d'aucun soupçon. Cependant, la majorité présidentielle attire l'attention de la population à plus de vigilance sur le fait que les incidents provoqués à dessein dans la ville de Kinshasa, afin de créer l'impression d'une situation pré-insurrectionnelle, participent du dessein du Rassemblement de mettre à exécution son projet initial de semer le chaos afin de prendre le pouvoir par la pression de la rue. Malgré ce projet cynique de créer trouble et désolation, la majorité présidentielle confirme son engagement à œuvrer sans ménagement à la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation des élections crédibles et transparentes dans les délais prévus. Vous savez qu'on a eu jusque-là pas de réponse pour les endroits que nous avons proposés comme lieu de sépulture.
En fin de compte, nous nous sommes dit, toujours au niveau de la famille et en conformité avec sa famille politique, l'UDPS, que nous allons finalement mettre le cap sur le Kasaï. Donc au moins là-bas, on ne pourra pas nous balader pour les problèmes de lieu de sépulture. Vous allez l'enterrer à Kabea-Kamwanga? Ce sera soit là, mais ça dépendra. Vous savez que c'est assez agité ces derniers temps avec le problème des milices Kamwena-Nsapou. Ce sera soit là ou au chef-lieu lui-même, c'est-à-dire à Mbujimayi, en attendant évidemment des jours meilleurs où on pourra avoir un régime qui serait susceptible de lui rendre les hommages qu'il mérite. Parce que celui-ci, manifestement, il n'en a cure. Donc voilà. Est-ce que, en attendant le rapatriement ici en RDC, votre père a été enterré en Belgique? Non, 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 il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Ne parlons pas de ça, c'est totalement faux, et qu'il y ait des plaisantins qui se font passer pour des hommes politiques pour dire ce genre de sottises. Je préfère me taire plutôt que de me rabaisser au niveau des caniveaux comme ils en ont l'habitude. Le corps du président Étienne Tshisekedi sera ramené dans son pays et il sera enterré dans son pays, et il aura droit aux hommages nationaux. Edmond Izouba, c'était Félix Tshisekedi dans l'émission Top Press animée par Christian Lusakweno. Donc nous avons suivi la réponse à cette question cruciale qui a été posée, c'est l'inhumation de Étienne Tshisekedi. Pour vous aussi, Étienne Tshisekedi peut être enterré chez lui dans le Kasaï, précisément à Mbujimayi ou soit à Kabea-Kamwanga, pour éviter un peu qu'il soit enterré à Bruxelles. Pour moi, Étienne Tshisekedi pourra être enterré partout, à n'importe quel endroit où c'est capable de l'enterrer. C'est possible d'ailleurs de l'enterrer. Alors, je me réserve en tout cas de ces propos de Félix, parce que quand vous avez la dimension humaine d'Étienne Tshisekedi, c'est tout à fait normal, c'est un être humain, il peut être enterré à n'importe quel cimetière, mais quand vous prenez la dimension politique d'Étienne Tshisekedi, avant de parler, il faut ouvrir, il faut réfléchir à plusieurs, je dirais, à plusieurs dimensions, parce que le vouloir de l'enterrement de Tshisekedi à Kinshasa, cela a été toujours une décision des militants de l'UDPS, des gens qui ont été à côté de Tshisekedi et qui ont combattu avec lui, qui répondaient à chaque fois quand il y avait des appels à la rue, qui répondaient à chaque fois à sa mobilisation. Donc, aussi longtemps que ces militants, je dirais même ces siens, ont voulu à ce que Tshisekedi soit enterré à Kinshasa, il fallait pour moi poursuivre ces négociations avec les gouvernements jusqu'à obtenir l'enterrement de Tshisekedi à Kinshasa et faire le vouloir de la population congolaise. Tshisekedi qui a toujours fait son combat à Kinshasa, Tshisekedi qui a toujours été longtemps à Alimete, je trouve que son enterrement à Kabea-Kamwanga aura un peu de portée historique. Une relégation posthume pour vous? Bon, oui, parce que vous savez, à chaque fois qu'on attendait que Tshisekedi à Kabea-Kamwanga, on pensait à soit la prison, soit à la relégation. Oui, à la relégation. Donc aujourd'hui, ramener son corps là-bas, oui, parce que Félix... il est le président du Rassemblement, il est son fils biologique, il prend de plus en plus le dessus de l'UDPS, mais aussi il faut savoir un élément important, c'est qu'il faut entrer en contact avec la base de l'UDPS. Si cela est la décision de la base, on le concède, mais si cela n'est pas la décision de la base, cela risquerait d'être un fruit de plusieurs discussions, je dirais même contestations internes au sein de l'UDPS. Moi j'ai suivi un moment quand on a décidé à ce que Tshisekedi soit enterré à Kinshasa, même l'accès à la permanence de l'UDPS était difficile pour Félix Tshisekedi d'y accéder. Donc aujourd'hui, l'enterrement de Tshisekedi ne dépend pas de sa famille biologique, ni au moins
de son parti politique que de gens, de peuple congolais. De sa base, comme il disait lui-même, le peuple d'abord. Le souverain, le peuple d'abord, voilà. Voilà, donc vous avez soulevé aussi un point crucial. Il y avait, ce peuple-là n'écoutait qu'Étienne Tshisekedi. Quand Étienne Tshisekedi parlait, il soulevait la foule, c'était un harangueur magnifique, splendide. Quand il parlait, le peuple écoutait, il n'est plus là. Est-ce que la ville morte de ce lundi tiendra? Parce que qui peut haranguer encore cette foule? Qui peut succéder, selon vous, à voir cette fougue-là d'Étienne Tshisekedi aujourd'hui? Est-ce que ce peuple-là écoutera qui après Étienne Tshisekedi? Oui. Bon, je dis naturellement, pour le moment, le peuple est capable d'écouter Félix Tshisekedi, parce que quand on voit Félix Tshisekedi, on se retrouve en lui. Mais aussi, il faudrait que Félix Tshisekedi se mette à sa place, hein, comme un acteur politique qui s'assume, qui veut vraiment suivre la voie de son père pour qu'il garde cette carrure, ce charisme qu'avait son père. Mais Félix Tshisekedi n'est pas Étienne Tshisekedi. Oui, c'est effectivement. ça le problème. Mais la raison même si pour laquelle... morphologiquement il ressemble à son père, mais ce n'est pas son père. Il ne faut pas demander à Félix d'être la copie conforme d'Étienne Tshisekedi. C'est impossible. Il peut profiter déjà de ce qu'il a, de cette aura qu'il a au sein de la foule, parce que aujourd'hui... Vous qui descendez là-bas, la foule écoute. Oui, actuellement il y a une certaine familiarité. Vous savez, Tshisekedi Félix était à tout moment à côté de son père, mais ça peut aussi prendre du temps. La construction de cette image, de cette idéologie, de ce charisme d'Étienne Tshisekedi, ça peut prendre du temps, mais aussi je dis ceci, que Étienne Tshisekedi de son vivant, je crois que ceux qui l'ont compris, je ne dis même pas ceux qui ont été proches de lui, ceux qui l'ont compris à distance, je crois qu'ils ont adopté une certaine politique semblable à Étienne Tshisekedi, et qu'aujourd'hui ils sont aussi capables d'haranguer la foule. Vous avez vu la marche... On a vu, je voulais en arriver, c'est Bruno Tshibala, si je ne me trompe pas, il a aussi dit que lui il veut aussi rendre un hommage digne à Étienne Tshisekedi. Ils sont nombreux. Étienne Tshisekedi a d'innombrables fils, entre guillemets, mais c'est ça aujourd'hui. Quel est l'héritier valable aujourd'hui d'Étienne Tshisekedi? Parce que tout le monde se réclame aujourd'hui d'Étienne. Olenga Koye aussi se réclame d'Étienne Tshisekedi. Bruno Tshibala, Mavungu, ils sont nombreux se réclamant d'Étienne Tshisekedi. Alors quel est l'héritier? J'étais en train de dire que Félix Tshisekedi pour le moment bénéficie d'une certaine crédibilité au sein de l'opinion. Vu le visage de son père, vu qu'il reste encore à l'UDPS, il continue le combat de son père, mais il doit maintenant construire et incarner le combat de son père. Mais aussi, moi je voudrais surtout pas réduire le combat ou les héritiers de l'UDPS, les héritiers d'Étienne Tshisekedi au sein de l'UDPS, mais il peut aussi avoir les héritiers de Tshisekedi dans un autre parti politique, il peut aussi avoir les héritiers de Tshisekedi au sein de la majorité présidentielle. C'est question seulement de la prise de conscience. Je vous informe qu'il y a eu, je n'ai pas à vous informer, vous avez informé l'opinion à un certain moment, quand il y a eu les manifestations des 19, 20, 21 en janvier 2015, il n'y avait pas Tshisekedi qui avait donné le temps pour que la population puisse sortir. C'était plutôt un consortium des partis politiques, des plateformes qui se sont regroupées pour appeler à la rue. Il y avait l'UNC, il y avait le MLC et d'autres partis tels que FONUS et ainsi de suite. Donc ils se sont organisés et ils ont volé, je dirais même le leadership d'Étienne Tshisekedi à un certain moment pour essayer de secouer le pouvoir en place. Vous avez aussi de l'autre côté... Non, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe plus parce qu'ils n'ont pas bien saisi la politique de la majorité présidentielle. Donc ils sont tombés l'un après l'autre dans la stratégie politique de la majorité présidentielle, et aussi au sein de l'opposition, il y a certains opposants qui sont venus de la majorité, qui se sont rajoutés à cette lutte. Il y a eu une sorte de discordance à un moment. Vous avez vu comment l'AR, Alternance pour la République, a été créée. C'est une plateforme politique aujourd'hui qui soutient Moïse Katumbi, mais qui est issue de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition. Alors vous avez le bloc G7 qui revient à la majorité présidentielle. Du coup, il vous brandit le carton Katumbi. Donc,
il faut l'admettre, qu'il y a la présence imposante de Moïse Katumbi au sein de l'opposition, mais aussi la stratégie politique de la majorité présidentielle pour laisser l'opposition dans cette division. Nous y arrivons d'ailleurs, vous avez suivi André Alain Ntundou qui a parlé en tout cas de l'accusation injuste que profèrent les rassemblements par rapport à la bonne foi du président de la République pour le rassemblement. En tout cas, toute la faute incombe au président de la République qui n'a pas voulu mettre en application l'accord du 31 décembre. Et pour la majorité présidentielle, le rassemblement veut s'aimer le chaos comme ce lundi et prendre le pouvoir par la rue. Vous êtes un langage vous êtes un intellectuel. Est-ce que Ntundou a raison de penser cela? Non, ce sont des paroles de trop, c'est vraiment un raisonnement de trop. Il ne faut pas insinuer ces genres, je dirais, d'élimination à la population, parce que la démarche de l'opposition est réelle. C'était clairement dit que ça allait être une marche pacifique. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on prendrait le pays pendant qu'il y a ville morte. Ville morte, même les opposants restent chez eux. Ce qu'il faut plutôt parler au sein de la majorité, c'est que quand il y a ville morte, même les membres de la majorité ne sortent pas. Il renforce, sans le savoir, le plan d'action de l'opposition, qui n'est pas non plus d'aller vers les institutions établies pour s'aimer des troubles ou les chaos, tels que Ntundou l'a dit, qui est du reste des actions tout à fait pacifiques pour exprimer un désir et une opinion. Donc il faut rester dans le combat politique en ces termes-là. Il ne faut pas chercher à vouloir voir les diables partout, même là où les diables ne se trouvent pas. À qui incombe la faute de l'échec de l'application de l'accord du 31 décembre? Au chef de l'État ou au rassemblement qui n'a pas voulu donner jusqu'au final les 3 noms demandés par la majorité présidentielle? Les responsabilités sont partagées à ce niveau. Vous avez l'Église catholique, Église au milieu du village, mère de la nation, qui assiste mort dans l'âme comment les acteurs politiques voulaient même en revenir aux mains et laisser la population congolaise dans une fournaise ardente, restons même dans le langage biblique, dans une fournaise ardente, c'est-à-dire organiser un enfer en République démocratique du Congo. Il y a eu déjà un carton jaune qui n'a pas donné un goût, qui a sémé la désolation, qui a fait ce qu'on peut qualifier de cortège macabre. L'Église a assisté à cela, mort dans l'âme. Est-ce qu'il fallait que l'Église se limite à assister ou voir de loin? La raison pour laquelle elle avait sollicité à ce qu'elle puisse, ce qu'on appelle mener le bon office, faire entendre les deux tendances politiques. Alors, on arrive sur le champ. Vous avez les dialogues d'Edem Kodjo qui n'a pas pratiquement réuni toute la population congolaise parce que le rassemblement n'était pas là, le MLC y compris. Il fallait y penser à l'inclusivité et c'est également le chemin emprunté par le chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'inclusivité au dialogue de la SENCO? Il y en a. Alors, vous avez dans le bloc SENCO l'Église qui a réussi à ramener l'inclusivité, qui a réussi même à éviter les chaos du 19 décembre 2016. Et on donc, pour l'Église... Par rapport à ça, vous et nous sommes sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on dit que c'est grâce à l'Église qui a eu ce glissement. La SENCO a permis cela. Est-ce vrai? Non, le glissement existait déjà, bien qu'on était en train de contester cela parce que ça faisait partie de la violation de la Constitution, mais les glissements existaient déjà dans le tête des opposants comme les gens de la majorité. Le problème était de savoir comment organiser la vie des institutions après le 19 décembre. Donc je disais, vous avez l'Église catholique qui a complètement, totalement réussi à sa mission, celle d'éviter une fusion de sang en République démocratique du Congo, celle aussi de réunir et de faire ce qu'on appelle l'inclusivité. Il y en a eu. Mais quand vous signez l'accord du 31 décembre et qu'après vous dites à la population que vous avez signé sous réserve, cela voudrait dire quoi? Vous avez vu là où a commencé la mauvaise foi du côté de la majorité, parce que je reviendrai même de la mauvaise foi du côté du rassemblement. Il y en a partout. Donc, oui, les responsabilités sont partagées, évidemment. Donc, vous avez une majorité qui estime que
Elle avait signé sous réserve. Donc, même devant les évêques comme ça, la majorité ne sait pas respecter l'Église et la majorité n'en tient pas compte de la situation qui traverse le pays. Donc, il fallait déjà dessiner le décor qui était déjà planté de l'échec par la majorité présidentielle pour qu'aujourd'hui, il continue de chanter par-ci, par-là, à travers les radios, dans le Twitter, que c'est le chef de l'Église catholique. Vous avez d'une part le rassemblement qui, par insistance, voudrait bien appliquer l'accord, mais malheureusement mal compris au sein de l'opinion, même dans les discussions, parce que l'accord disait que le rassemblement présentera un candidat et qu'il y avait d'autres astuces qui pouvaient faire que le rassemblement puisse présenter 2 ou 3 candidats. Mais aussi parce que le débat était élevé au niveau de 12 candidats, on est arrivé jusqu'à rabaisser au niveau de 3. Je crois même l'option des évêques était de vouloir pousser les rassemblements à ramener ces 3 personnes parce qu'il n'y a pas de crise d'hommes au sein des rassemblements, moins non plus au sein de l'UDPS. Il fallait quand même démontrer cette bonne foi politique pour arriver à présenter ce que voulait la majorité pour débloquer la situation. Parce qu'il fallait éviter à tout prix les blocages. Si aujourd'hui les rassemblements avaient déjà plutôt présenté ces 3 candidats, mais nous ne serons pas aujourd'hui au niveau des villes mortes et des marches. Politico CD a dit que le président parlera probablement ce lundi. Je crois que je vous avais lu. Quel sera selon vous le contenu du discours du chef d'État? Parce qu'on sait, on a déjà des informations sur lesquelles on nommera un autre gouvernement, que Sami Badibanga déposera déjà sa démission et qu'il y aura déjà un Premier ministre bien qui est à côté, qui n'attend que sa nomination. Alors Politico, c'est ma rédaction, mais je ne participe pas à la publication de tous les articles, bien que je l'assume. Je dois dire qu'aujourd'hui, vous devez savoir aussi la nature du chef de l'État, le président de la République, qui a toujours tendance à décevoir l'opinion congolaise. Vous avez vu quand on avait Mouzito comme Premier ministre, il y a eu une certaine diabolisation venant même de son bord politique, qui aujourd'hui, Adolphe Mouzito serait en train de subir. Pourtant, il est parmi, je ne dis pas qu'il est le meilleur, mais il est parmi les gens qui ont quand même fourni d'efforts en étant à la tête du pays pour soigner le social des Congolais. Alors, vous avez vu, après Adolphe Mouzito, il y a un Matata qui est arrivé avec son plein pouvoir pour accomplir un plan de gâchis des opportunités économiques déjà plantées par Mouzito. Donc vous avez maintenant cette continuité. Parce que Matata a échoué et qu'on le criait partout, les chefs de l'État voudraient bien le garder. Voilà qu'on n'a pas eu les élections dans la date voulue. Vous avez aussi ce qu'on peut qualifier des dépenses de prestige, je dirais même l'immoralité financière qui a été même constatée. Quand un Premier ministre prend l'argent, il le verse dans des projets non budgétisés. Cela ne s'explique pas même au Parlement qui est le pouvoir budgétaire. Après cela, vous avez un Premier ministre de la transition issu de la Cité de l'Union africaine qui s'appelle Sami Badibanga. Mais qu'est-ce qu'il fera, lui? Sami Badibanga, il est arrivé, il travaille sur base d'un crédit provisoire. Donc vous comprenez que tout est bien placé pour qu'aujourd'hui, que le pays puisse arriver à, je dirais même, à un blocage. Mais il faut aussi savoir que le chef de l'État, à un certain moment, on pensait vraiment que le président de la République avait compris la population congolaise et qui était même aujourd'hui capable de résoudre le vrai problème. Parce que quand vous regardez la situation des routes, vous regardez tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, l'asphyxie économique, le pays ne vit pas. Donc tout ça, toute la faute incombe au chef de l'État qui n'arrive pas à désigner les bons animateurs capables de pouvoir aider son régime. Donc le discours du président de la République sera, je l'ai dit, apaisant.
mais qui à un certain niveau décevra la population. Nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est le rapport des Nations Unies, énième rapport. Les Nations Unies ne fait que son travail et la parade de la police nationale congolaise. Cette session du Conseil de sécurité des Nations Unies a débuté par une minute de silence. Minute de silence en mémoire des 2 experts de l'ONU dont les corps ont été retrouvés dans le Kasaï central. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies avaient presque déjà une idée de la résolution 2348 qu'ils ont fini par voter. Cette résolution réduit de 7% les effectifs de la MONUSCO, 500 militaires sur les 19 000. Elle insiste sur la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande à toutes les parties prenantes aux assises de la CENCO, y compris le président Joseph Kabila, de mettre en œuvre sans délai l'accord du 31 décembre en toute bonne foi et dans son intégralité. La mise en application de l'accord est un pas important dans les processus de l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes en RDC, a rappelé François Delattre, ambassadeur de France aux Nations Unies. Excepté les soutiens à l'accord du 31 décembre, la protection des civils a été réaffirmée dans cette résolution. Au Conseil de sécurité de l'ONU, l'on pense qu'il faut mettre fin aux poches d'insécurité en RDC. Après le Nord Kivu, actuellement, c'est le Kasaï central qui est embrasé. À la parade policière, l'on a aussi observé une minute de silence en mémoire des policiers morts au front dans le Kasaï central. Puis intervient les discours moralisateurs du commissaire provincial de la police. Le général Célestin Kanyama a rappelé les missions constitutionnelles de la police, sécuriser la population et ses biens. Vous ne pouvez pas être quelque part, les autorités vous désignent pour aller remplir une mission. Je donne un exemple. On me désigne d'aller remplir une mission à Kisensu par exemple, ou quelque part, moi je dis non, je ne pars pas. Non, non, non. Là, vous n'avez pas ce sens patriotique. Vous ne pouvez pas refuser. Surtout en ce qui nous concerne, nous policiers, nous n'avons plus l'idée de manœuvre. C'est nos chefs qui décident. Au-delà de la sécurité, Kanyama a mis l'accent sur l'amour de la patrie. Nous n'avons que les Congos, les Congos. Si vous cassez aujourd'hui les Congos, qu'est-ce qui va nous rester? Quelqu'un qui vous demande d'aller casser les biens publics, d'aller casser les biens des particuliers. Je crois que quand vous le faites, vous manquez ce sens-là patriotique. Alors que des manifestations publiques s'annoncent à travers la capitale, Célestin Kanyama met en garde contre l'incivisme. Il n'y a personne qui peut intimider l'État. Personne, personne. Personne ne peut intimider l'État. Il n'y a que l'État qui peut dissuader ceux qui commettent des infractions, ceux qui ne s'alignent pas derrière la loi. Il n'y a que l'État qui peut dissuader ces gens à ce qu'ils s'alignent. Il n'y a que l'État. Il n'y a personne qui peut demander les gens, sortez dans la rue, faites ceci, faites cela, au détriment de la loi. Non, 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 non. Là, vous ne respectez pas la loi, vous trouverez la police sur le parcours. Il n'y a personne qui peut interdire les gens, aujourd'hui tu ne sors pas, demain tu ne manges pas. C'est quoi ça? Nous ne sommes pas dans une jungle, non. Non, on doit être correct. On doit se conformer à la loi. La PNC se prépare à des célébrations commémoratives qu'organise le pays. En témoignent ces exercices du défilé improvisé ici à la parade, comme pour dire qu'elle est prête à accomplir sa mission. Merci à toi, Ambroise Mamba. Vous avez suivi ce qu'a dit Célestin Kanyama. Personne ne peut intimider l'État. L'État est là pour dissuader les fauteurs de troubles. Donc, nous prenons directement ce qui s'est passé au Kasaï central. Le rapport des Nations Unies a cité le Kasaï central. Vous êtes journaliste d'investigation de terrain. Edmond Izouba, qu'est-ce qui se passe au Kasaï, selon vous? Je dois dire honnêtement que je n'ai pas eu le temps ni le moyen de descendre là-bas au Kasaï.
je dirais même les centres de la République démocratique du Congo, parce que c'est maintenant l'Omami, ainsi de suite, ça prend aussi d'autres provinces, même les Sankourou. Nous n'avons pas eu les moyens de descendre sur terrain pour faire le reportage, mais nous bénéficions d'un réseau important de correspondants qui, à chaque fois, nous informent de ce qui se passe à Kananga et un peu partout dans les environs, et voire même dans les provinces environnantes. Donc la situation est telle que on assiste chaque jour à des morts. Je ne sais pas s'il faut appeler ça des massacres, parce que le nombre quand même devient de plus en plus exorbitant. Tout ça. Fausses communes, vous avez même vu le massacre. Est-ce que ces images sont réelles? Parce que là, avec le net, on commence vraiment à se poser des questions. Est-ce que les images qu'on a vues, nous tous, sur le net, où on a massacré ces policiers, ces militaires, c'est réel? Comment des enfants, des femmes peuvent commettre de telles atrocités? On se pose la question. Alors, les images, j'ai dit même que c'est le gouvernement qui devait plus apporter de l'éclairage sur ce qui se passe là-bas, mais vous avez vu vous-même que le gouvernement ne communique pas régulièrement, pourtant que là-bas il se passe des choses presque chaque jour. Vous avez une mission des Nations Unies RDC, la MONUSCO, qui communique chaque semaine, chaque mercredi, c'est connu, sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Vous allez constater qu'il y a cette sorte d'abandon des responsabilités de la part de l'État. D'où c'est tout à fait normal, quand il n'y a pas de sources officielles qui communiquent, qu'il y ait aussi, je n'appelle pas je l'appellerai jamais spéculation, parce que c'est quand même des images réelles tournées sur des coins connus. Des images qui nous ont été envoyées par nos correspondants qui sont sur terrain. On ne peut pas aujourd'hui appeler ça facilement de spéculation, soit des rumeurs. Donc ce sont des choses réelles qui se passent au Kasaï, que le gouvernement jusqu'ici n'arrive pas à maîtriser. Vous avez vu à un moment, le Premier ministre a voulu descendre sur place à Kananga, mais il n'a pas atterri. Vous avez vu le premier... ministre de l'Intérieur, voilà. vice-premier ministre intérieur, ainsi de suite, qui est arrivé sur place. On pensait qu'il était porteur d'une solution idoine, mais juste derrière son dos, les crimes continuaient à se commettre. Donc vous avez aussi les experts des Nations Unies qui, aujourd'hui, on ne peut pas dire le montage, donc ils sont morts, ils ont été tués. Est-ce que c'est là, vous appellerez ça encore montage? Donc il y a le vrai problème. Qui a tué ces deux experts? Bon, jusque-là, en tout cas, les enquêtes continuent d'être menées. Ça serait trop tôt aujourd'hui de se prononcer sur cette question. Même nous, les journalistes, nous sommes soumis à un devoir de réserve. Nous attendons les sources officielles qui pourront nous communiquer sur aujourd'hui, ces enquêtes. Edmond Izouba, il y a l'esprit Kamona Sampou. Nous suivons ces vidéos, nous regardons ces vidéos. Quand ces gens commettent ces atrocités, ils citent le nom de Kamona Sampou. Aujourd'hui, ça nous replonge un peu dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que nous sommes en train de revivre l'époque Moulélé, quand les terroristes entre guillemets de Moulélé prenaient des territoires au Congo de l'époque. Ils criaient aussi Moulélé Maï. Est-ce qu'aujourd'hui, ce phénomène-là, Moulélé Maï et Kamona Sampou, sont parallèles, ont des points communs? Non, parce que les revendications ne sont pas de même. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes orientations ou les mêmes méthodes d'application, parce que le pouvoir coutumier, c'est un pouvoir qui respecte un certain nombre de traditions. Donc, quand vous avez quelqu'un qui estime qu'il est dans une revendication légitime, parce que le pouvoir qui était à lui a été confié à quelqu'un d'autre, et que quand il était en train de les revendiquer, on l'a tiré dessus, donc il estime qu'il était mort tout en ayant ses pouvoirs à lui, et que il est mort comme chef coutumier. Il est mort comme chef coutumier, et du coup c'est la population de son coin
qui se révoltent pour mais aujourd'hui, c'est réclamer plus seulement dans les son obsèques. plan, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est même jusqu'à l'Omami, même jusqu'à d'autres provinces. Ça prend des tentacules, Edmond Izouba. Mais comme il a 100%, ça devient un esprit, un mythe. C'est une communauté non négligeable, comme on dirait dans le facteur économique, non négligeable. Quand même, quand vous allez à Kananga, vous les trouverez, les Kamwina Sampou, ils sont un peu presque partout. Alors, c'est la méthode appliquée par le gouvernement pour arriver à résorber cette crise qui n'a pas marché. C'était très simple. Pourtant, au départ, on pourrait même organiser les dialogues sociaux et arriver à se faire attendre et les réétablir dans ses droits. Donc aujourd'hui, maintenant, ça devient très difficile et incontrôlable. On ne sait pas si il serait encore dans les revendications des obsèques ou il changerait il y a de revendications. Une récupération politique. Tout à fait. Il y a des politiques des ici à Kinshasa politiques qui tirent les ficelles par rapport à Kinshasa cette histoire. comme à Kananga, il y a des officines politiques parce que quand vous regardez tout ce que gardent comme des machettes qui les approvisionnent, selon vous posez la question. Vous posez la question de savoir qui le motive ou qui les finance. Donc il y a aussi une sorte de délocalisation de foyers de tension. À l'époque, c'était à Beni. Il y a pratiquement le même méthode. Quand on a des machettes, c'est pour couper les membres supérieurs et inférieurs, couper les articulations, ainsi de suite. Donc, la population vit dans une sorte d'atrocité permanente qui, aujourd'hui, empêche le bon fonctionnement des activités économiques. D'où les gouvernements doivent pousser des réflexions pour arriver à résorber la crise. Mais moi, je voyais aussi, pour ne pas trop personnaliser ces débats sur Kamwina Sampou, que si je réfléchissais silencieusement, si aujourd'hui on nommait Félix Tshisekedi comme Premier ministre, ça pourrait jouer. Non, ça pourrait jouer sur ces adeptes de Kamwina Sampou. Ça pourrait aussi ouvrir une porte d'opportunité à faciliter ces dialogues sociaux, parce que vous avez Félix Tshisekedi qui est aujourd'hui fortement aimé dans le Kasaï, vraiment dans le village Kasaï. Félix Tshisekedi s'y reconnaît, mais aussi parce que c'est un descendant d'Étienne Tshisekedi qu'on pourra avoir aussi facilement beaucoup de goût, je dirais même, beaucoup d'appétit de l'écouter. Donc, si on pourrait jouer avec carte Félix, pour moi, ça pourrait arriver à résoudre, je ne dis pas à 100%, peut-être à 60 ou à 70%, et le reste de pourcentage, on organise le dialogue social et pour l'éteindre directement. Nous réfléchissons quand même, nous sommes des intellectuels, Edmond Izouba. Est-ce qu'on arriverait à la sécession du Kasaï? On arrive jusque-là, aujourd'hui? Si on ne parvient pas à éteindre ce feu, est-ce qu'il y aura sécession du Kasaï? Non, mais moi, je ne vois même pas sécession du Kasaï, parce qu'ils sont en train d'avancer. Ils ne restent plus dans le Kasaï. Ils avancent. À un moment, on attendait qu'ils étaient proches de Maïdombe, prêts à entrer même dans l'ex-province de Bandundu pour arriver à Kinshasa. Donc, dire que c'est limiter leur combat aujourd'hui au niveau de Kasaï ou carrément arriver à établir une sécession comme si les autorités locales n'existaient pas, cela serait... je ne l'encouragerais pas tout en étant congolais, mais ce que je pourrais encourager pour l'instant, c'est faciliter ce dialogue social qui pourra aboutir à un climat de paix entre la population Sur le net, kassaïenne. Izouba, nous voyons tous « je suis Kasaï », je suis Kananga et tout ça. Et vous avez parlé du déficit communicationnel de notre gouvernement par rapport à ça. Est-ce que cette mobilisation sur le net a son impact, selon vous, de parler de ce qui se passe au Kasaï? Nous sommes dans une situation où on ne pouvait même pas tolérer un seul mort, bien que nous le disons pendant qu'il y a plusieurs morts. Alors, il faut comprendre le peuple congolais qui a tant souffert à ces problèmes. Vous avez
6 millions de morts. 6 millions de morts. Vous avez connu à l'époque plus de 5 pays qui se battaient en République démocratique du Congo. Vous avez l'Est du pays, le cortège macabre, tout ce que nous avons connu. Vous avez ainsi de suite. Donc c'est comme si on était en train de distribuer des foyers de tension où que le Congo était devenu directement le fief de l'insécurité de l'Afrique centrale. Donc il faut appliquer ce qu'on appelle la politique de la sécurité, surveiller fortement les frontières de la République démocratique du Congo, parce qu'il peut y avoir aujourd'hui des morts au Kasaï et que l'attention de toute la population est tournée vers Kasaï, mais on ne sait pas ce qui se passe présentement. Il y aura pour vous, il y aura probabilité d'autres foyers de tension à l'Équateur, d'autres foyers de tension. Non, je ne suis pas en train de prévenir des foyers de tension, mais je suis en train ici de dénoncer la mauvaise cohabitation de nos pays frontaliers qui nous entourent, qui aussi quelque part profitent de nos richesses naturelles, parce que c'est ça le vrai combat. Alors quand l'attention est tournée vers le Kasaï, on ne sait pas réellement ce qui se passerait le lendemain dans la frontière entre la province, l'ex-province orientale et le Sud-Soudan. Vous avez le Sud Kivu, le Nord Kivu voisin. On ne sait pas qu'est-ce qui se passerait les lendemains ou ce qui se passe effectivement en ces moments. Donc pour moi, il faut avoir une bonne politique de la sécurité du pays pour savoir surveiller les frontières et appliquer chaque remède à chaque problème. Donc il ne faut pas anticiper et voir les diables partout, mais il faut plutôt fournir des études, je dirais, capables. Donc mener les études profondes pour arriver à résoudre le vrai problème. Parce que le problème de Kamwina Nsapu semble échapper dès le départ au gouvernement. Les prémices appliquées étaient mauvaises. D'où aujourd'hui nous continuons à vivre sa persistance même sur les terrains d'action, ainsi de suite. Donc le gouvernement doit changer de méthode d'agir quand il s'agit de sa population que quand il s'agit des ennemis. Voilà, nous allons terminer, mesdames et messieurs, par la réflexion de femmes vivant avec handicap. C'était le mois de la femme, nous l'avons clôturé et nous revenons à la CENI par rapport au centre d'information électorale. Les droits des femmes valides sont aussi les mêmes pour les femmes vivant avec handicap. C'est sur ce thème que la Commission nationale des femmes entrepreneuses du Congo a échangé avec ces femmes vulnérables. Ces dernières ont été conscientisées sur l'autonomisation de la femme, car nombreuses d'entre elles se sentent marginalisées et d'autres se sous-estiment, a déclaré Charlotte Moukeri, membre de la Commission nationale des femmes entrepreneuses du Congo. On a voulu les sensibiliser, leur montrer que voilà, elles ne doivent pas les rester à l'écart, elles doivent s'intégrer dans la société et ne pas regarder leur handicap, mais amener leur petite pierre pour l'édifice du développement de notre grand pays. Elle est capable aussi de contribuer au développement de notre pays. Elle peut s'autonomiser intégralement, financièrement, socialement. Elle peut briguer à de responsabilités au niveau de la gestion de la chose publique. Donc, elle ne peut pas rester à l'écart. Le message a été capté 5 sur 5 par les participantes qui ont dit leur satisfaction. J'ai retenu que la femme vivant avec handicap, c'est une femme à part entière comme la femme normale. Elle a le droit qui sont égaux aux droits de femmes valides, comme on le dit. La femme vivant avec handicap doit se prendre en charge. Elle a des compétences pour être dans les instances juridiques, dans les instances de prise de décision, dans l'entrepreneuriat, dans différentes instances de prise de décision. La femme vivant avec handicap doit être là. Journal complexe balongolinga ya handicap na ngai ba considération ba considérer que oui naza pe mutu na kati ya bato koko luka musala na koko bota na koko bala donc naza mutu na kati ya bato
des scènes de théâtre sur les difficultés qu'elles rencontrent au sein de la société ont clôturé cette journée. Ordinateur connecté à Internet à haut débit, studio de montage audiovisuel, caméra et appareil photo de la dernière génération, voici ce à quoi ressemble le centre d'information électorale. Au-delà du cadre et des matériels, le ciel se veut un outil de diffusion de l'information. Alors la vraie, s'agissant de tout ce qui concerne le processus électoral. Nous avons constaté que plusieurs personnes livrent des informations sur le processus électoral qui s'avèrent contraires à la réalité. C'est le lieu d'inviter tous ceux qui désirent avoir la vraie information à ces sujets à s'abreuver aux sources légalement autorisées et techniquement outillées que sont celles de la Commission électorale nationale indépendante, dont un des instruments appropriés est le Centre d'information électorale. À en croire le président de la CENI, Corneille Nangaa, il est question de mettre un terme aux rumeurs et à ces sujets, Nangaa interpelle les médias. L'accompagnement permanent des médias dans le travail de la CENI est un besoin ressenti tant à l'intérieur qu'en dehors de cette institution, notamment pour protéger l'information électorale des tentatives de manipulation politicienne de l'opinion. Nous attendons du ciel qu'il soit un outil contre la dite manipulation afin de garantir la véracité de l'information de la source au récepteur. Résultat de l'une des recommandations de l'atelier de validation à mi-parcours de l'opération en cours de révision du fichier électoral, le ciel entend favoriser la bonne circulation et diffusion de l'information. Hormis les médias, d'autres partenaires de la CENI y sont conviés pour des rencontres d'échange et de formation dans le cadre du processus électoral en cours au pays. Edmond Izouba, au moins à la CENI, vous aurez les vraies informations. Cette fois-ci, plus de rumeurs, plus de spéculations. Le centre est là pour nous donner la vraie information. Oui, mais parce que il faut savoir que les vraies informations, tout comme les mauvaises informations, sont l'œuvre, je dirais même, de certains membres de la CENI, parce qu'à un moment, nous avons remarqué qu'il y avait pas un très bon entendement au départ, quand il y avait, je ne parle pas surtout de cette CENI, bien avant, c'est là quand il y a eu cette association de la majorité de l'opposition qui devait se cohabiter autour de membres de la société civile. Il y a eu des gens qui livraient les informations. Rassurez-vous rappelez-vous plutôt, pendant qu'on attendait la publication des élections, il y a un site qui avait publié que Tshisekedi était les résultats donnés Tshisekedi vainqueur des élections de 2011. Donc la fuite est venue de la CENI, ce n'est pas des journalistes. Donc aujourd'hui, moi je préférerais qu'il y ait des bonnes informations pour construire cette société, mais aussi la structure le ciel ne doit pas exister que de noms. Ça doit vraiment fonctionner correctement avec tous les moyens possibles. Donc quand vous mettez une structure, vous devez savoir comment assurer également son accompagnement. J'estime que cette structure est composée de journalistes qui traitent bien les matières électorales, qui sont aussi bien formés dans des écoles électorales. Donc il faut leur donner des moyens conséquents afin qu'ils puissent régulièrement communiquer d'abord le média et communiquer aussi la population. Vous avez parlé de la sécurité et de la sécurisation de ce processus. Nous pouvons revenir à ce qui va se passer ce lundi. Nous revenons au général Kanyama. Pour vous, la police doit aussi sécuriser les élections. C'est aussi son rôle de sécuriser les élections. Même pas la police, mais l'État congolais. Quand vous avez appris qu'à l'est du pays, il y a eu des vols des kits, même certains actes de vandalisme.
les milices sont entrées dans un centre d'enrôlement pour voler les kits électoraux, ainsi de suite. Mais heureusement que les matériels électoraux actuellement détient ce qu'on appelle les GPS. Donc quand c'est volé, on sait même les situer là où ça se trouve, à moins que vous l'utilisez, vous prenez la machine pour une utilisation abusive autre que les opérations électorales. D'où la police doit être là présente, mais aussi elle ne doit pas seulement se limiter à sécuriser les machines. La police doit sécuriser d'abord la population. Je venais suivre tout à l'heure, oui, des biens des personnes, ainsi de suite, des biens, les kits électoraux, les personnes aussi. Je venais de suivre tout à l'heure le commissaire provincial, mais j'étais pratiquement écœuré. J'ai dit, il fait de la politique ou il est vraiment un policier. Est-ce que ce genre de langage devait être dit par un policier? Il dit non, ça ce sont des menaces. On ne peut pas aujourd'hui menacer la population à sortir dans la rue parce que c'est son droit. Vous ne pouvez pas le prouver, c'est même constitutionnel. Combien de fois on doit rappeler cela à ce pouvoir? Le général Kanyama a plutôt dit que les politiques ne peuvent pas empêcher les gens de sortir ou vaquer à leurs occupations. Non, non. C'est pas leur rôle, c'est pas le rôle du politique. Non, non, c'est-à-dire la politique, c'est quoi? Au soit les politiciens n'ont pas interdit aux gens de sortir. Ils ont fait ce qu'on appelle une action politique. Ils ont lancé un mot d'ordre. Ça s'est fait partout. Ce n'est pas une invention des politiciens congolais. Un jour, la majorité fera l'opposition, elle pourra faire la même chose. Donc, cela ne relève pas du pouvoir de la police, d'entrer même dans des actions politique, donc cela établit une certaine coloration même de cette police ou carrément de l'individu Kanyama. Donc ce n'est pas à lui d'interdire les actions politiques, mais plutôt le rôle de la police de sécuriser la population. Quand il y a marche aussi. Oui, quand il y a marche, quand il y a même des actions de ville morte. Comme c'est la ville morte, la police doit prendre ses dispositions. Comme c'est la marche, la police doit prendre ses dispositions pour contenir la foule. Nous allons terminer par cet élément de la femme vivant avec handicap. Pour vous, cette femme est réellement intégrée ou que faut-il faire en tout cas pour que son intégration soit complète, Edmond Izouba? C'est la femme elle-même qui doit prendre conscience. Moi, ça fait rire. À chaque fois quand il y a moins de la femme, on parle de renforcement des capacités. Donc c'est depuis longtemps que j'ai commencé à entendre ces termes, et ça continue, renforcement des capacités, renforcement à tout moment. Quand il y a moins de la femme, le 8 mars, quand il y a le 1er mars jusqu'au 31, renforcement des capacités. Cela ne doit pas se limiter au niveau de renforcement des capacités. Les femmes doivent plutôt démontrer leur capacité sur le terrain, leur capacité d'agir. Aujourd'hui, vous avez face à un pouvoir qui n'accède à des revendications que par des mesures, des méthodes de pression. Alors, il faut appliquer la pression si vous voulez également être, comme j'ai entendu tout à l'heure, participer aux organes de prise de décision. Cela ne sera pas accordé sur un plateau d'argent. Donc, il faut démontrer en quoi est-ce que vous êtes capable et arriver facilement à obtenir ce que est de votre revendication. Donc, j'encourage les femmes, en tout cas, d'agir en ce sens-là, parce qu'ils ont eu à renforcer leurs capacités. Nous devons maintenant voir leurs capacités sur terrain. Merci Edmond Izouba d'être passé à la barre. Merci d'avoir ouvert ce mois d'avril. Merci à toutes... C'est pas le poisson d'avril. Vraiment, donc... Aujourd'hui, c'est les deux. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à Maurice Gigandou, à Guy Lukoki et à Rassis Loubanzoulou. Merci en tout cas à Vlisco qui m'a habillé tout ce mois de mars. En tout cas, Vlisco a habillé les femmes. Merci beaucoup en tout cas, parce que pour nous, Vlisco nous a accompagnés, parce que nous l'avons dit, à part être belle et intelligente, nous devons être habillés et bien habillés. Et ben voilà, Vlisco s'est occupé de nous ce mois-ci. Merci donc à celle qui m'a habillé encore ce mois-ci, à Marcia Création, à celui qui m'a coiffé, à Igor Coiffure. Et merci en tout cas à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Edmond Izouba en fait partie. Merci encore en tout cas à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de Congo Web Télévision, et merci pour votre fidélité et bon début
amis de semaine à tous les journalistes de la structure Presse pour le Progrès. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec le même plaisir.